Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par le groupe 3IS. Aujourd'hui, c'est notre école de Bordeaux qui reçoit le réalisateur Olivier Babinet. Après avoir été révélé au grand public avec la série Le Bidule diffusée en 1999 sur Canal+, il réalise son premier court-métrage qui remporte de nombreux prix. Il a depuis réalisé des clips vidéo pour des artistes prestigieux, des séries télévisées, ainsi que 4 longs métrages de cinéma, Robert Mitchum est mort, Swagger, Poison Sexe et Normal. Olivier Babinet, réalisateur de cinéma, n'est pas que, ancien batteur d'un groupe de rockabilly. Un groupe qui a commencé par faire des reprises des Cramps, des Stooges, oui, donc plutôt psychobilly, punk. On ne savait pas du tout jouer, à vrai dire. On a commencé à... C'est ce qui est bien avec le punk, c'est le guitariste, ça faisait 2 semaines qu'il faisait de la guitare. Moi j'avais fait le conservatoire, j'avais fait des marches militaires pendant des années, mais ça faisait pas longtemps que j'avais une batterie. Voilà. Et le chanteur, pour la petite histoire, on n'avait pas de micro. Et il vociférait, quand il vociférait, non, c'était des chansons à texte, mais il chantait dans le micro du radiocassette, donc on découvrait les paroles après. Et c'était bien, j'aimais bien ce... Et j'aimais qu'on voit ce petit extrait qu'il y a au début, qui nous montre le personnage de Frankie en train de jouer sa scène favorite de son film préféré, de son réalisateur préféré de tous les temps. Jeremy? That you? I'm back here in the bedroom, dear. Did it go as planned, sweetheart? Arthur, what are you doing here? Honey, why? Why did you do it? What are you talking about, dear? I'm just getting a few things together. Going to my mother's for a few days, that's all. Put that gun down. It's dangerous. Madeline, baby. Jeremy's your lover, right? Yes. You'd better be gone before he gets here. I love you, Madeline. Arthur, just go now and stop looking at me like that. You scare me. Oui, le rôle de Frankie, beau côté d'Arsène, Olivier Gourmet, puis d'autres personnages qu'il croise, parce que le fait de fonctionner à l'envie, je ne sais pas si mais le fait de fonctionner à l'envie, du coup j'aimerais bien après entendre effectivement les réactions par rapport à ce film que vous avez vu en entier, donc du coup fonctionner à l'envie c'est un peu aussi le moteur des personnages dans ce film-là, mais on constate aussi que le personnage d'Arsène est motivé par quelque chose de personnel, je dirais une sorte de rêve ou d'au-delà un petit peu qu'ils essaient d'atteindre tout au long de ce road movie européen, quoi. Alors l'Est, le Nord, à défaut d'avoir l'Amérique, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'on retrouve, il me semble, ce type d'énergie. Sortir le flingue pour prendre la bagnole, parce que voilà, il faut le faire. À force de vouloir faire ce film, de l'écrire, de le réécrire et de refaire dans notre tête le voyage jusqu'au cercle polaire, vu que c'est un road movie qui va jusqu'au cercle polaire, le film a fini par raconter nous qui avions cette envie tenace de faire un film. Et je dirais que moi qui n'avais pas fait d'école de cinéma, ce film c'était un peu c'est devenu mon école de cinéma, puisque nos personnages fantasment de faire un film et ils se promènent. Finalement, le seul film qu'ils feront, c'est celui qu'on a fait nous, qu'on leur a offert, comme on a fini par se l'offrir à nous-mêmes, mais ils se promènent. C'est comme s'ils se promenaient dans leur envie de cinéma, leur fantasme de cinéma, et ce voyage est fait de références, et puis ils courent après cette chose illusoire qui est de faire un film américain, alors ils admirent un cinéma américain et hollywoodien qui n'existe plus. Et ils font leur propre route 66, qui était, à l'époque était
la route de Kerouac l'aventure, c'était la route 66. Et nous, au départ, avec Fred, on s'est dit, c'est quoi notre route 66 à nous tiens, si on allait au Cercle Polaire. Parce qu'en fait, on a fait ce voyage tous les deux dans une voiture au départ. Parce qu'on avait entendu parler d'un festival qui s'appelle le Midnight Sun Festival, qui a lieu 24 heures sur 24, tout en haut de la Laponie. Et au départ, on voulait faire un film avec pas beaucoup d'argent, un peu improvisé, on part avec une petite caméra, deux amis à nous qui étaient comédiens, mais pas complètement. Et en fait, on n'a pas réussi à même trouver l'argent pour faire ça, mais notre producteur a lâché un peu d'argent, nous a prêté sa voiture et on est partis tous les deux au Cercle Polaire. Donc ça a été le début de notre écriture, en fait. Et il y a beaucoup de choses qu'on a vécues nous, qui sont rentrées dans le film. Les déceptions, le Cercle Polaire, nous on fantasmait très naïvement qu'on allait arriver dans des étendues blanches avec il y aurait des pingouins presque, alors qu'en fait c'est une ligne sur le sol et c'est un endroit très déprimant. C'est le village du Père Noël et surtout quand il n'y a pas de neige, c'est vraiment triste, c'est tout bétonné avec des champs de Noël. Mais à chaque fois on a intégré ça dans notre histoire. Et le thème du voyage, de toute façon, il est présent, j'ai envie de dire, d'une manière ou d'une autre, dans les 4 films, les 4 longs métrages. Même le voyage, on en reparlera, mais le voyage impossible, en tout cas pendant une bonne partie du film, de ton dernier long métrage, Normal, sorti l'an dernier. Et le thème du voyage, mais là, le fait de fantasmer un lieu, d'arriver dans un lieu qui n'est pas du tout comme on l'imagine, ce rapport à la fiction, qui est aussi très présent dans les autres films, même dans Swagger, qui est un documentaire, mais qui a beaucoup recours d'une façon ou d'une autre à la fiction. C'est rattaché au thème tu me parlais des non-lieux, le fait d'arriver dans un endroit à un moment donné, et finalement de se rendre compte qu'il y a une forme d'abstraction, en fait. Dans Robert Mitchum est mort, on voulait montrer... c'est pas très... Comment dire optimiste, mais c'était montrer que le monde finit par... tous les endroits finissent par se ressembler. Et les non-lieux, c'est effectivement ces endroits qu'il y a partout, qui poussent entre les villes, les ronds-points, les zones industrielles. Et c'est vrai que moi, ça m'avait marqué dans Playtime de Tati. Et Tati, il a un peu... C'est lui qui a le premier montré cette uniformisation des villes. Il y a un moment une agence de voyage dans Playtime et il y a une photo d'un building, il y a écrit Mexico, puis il y a exactement la même photo avec écrit New York, la même photo avec écrit Varsovie. Et c'est vrai que nous, pendant tout ce voyage, on ressentait ça parce qu'on fait de la route et du coup on est souvent dans des endroits de passage. Mais on était étonnés, on arrivait à Varsovie, on avait l'impression d'être... une sorte de New York, il y avait des Starbucks cafés partout. Bon, après, évidemment, il y avait des spécificités dans les pays, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours... j'ai toujours plus eu envie de filmer ce genre d'endroit que le Paris haussmannien ou des histoires existentielles de Parisiens qui se regardent le nombril dans des appartements haussmanniens. Je caricature un peu, parce qu'il y a plein de films géniaux comme ça, mais j'ai toujours eu envie de montrer ça, mais c'est peut-être pour pointer du doigt des dysfonctionnements ou ce par quoi on se laisse envahir et comment le monde se transforme. Et finalement, c'est quelque chose contre lequel il y a un phénomène, il faut lutter un peu contre ça, donc c'est une manière de le montrer. Alors, moi, j'aimerais bien quand même voir un petit peu, puisque quand même, les personnes qui sont ici, devant nous, j'aimerais avoir quelques... Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu hier ? Oui, voilà. Oui, moi, j'avais une question par rapport à... on voit dans les 2 films que vous avez pris le même acteur, et je voulais savoir un peu quelle relation, pourquoi l'avoir remis dans un autre film. Je pense que c'est pas anodin pour un réel de reprendre le même acteur. Quand je préparais mon court-métrage, donc qui était mon premier film, pas autoproduit, pas fait avec des bouts de ficelle, mais produit avec une équipe. Et j'avais tourné avant, mais plutôt des clips ou des publicités pour gagner ma vie. Mais là, c'était mon premier film de fiction et produit. J'arrivais pas à trouver d'acteur et
D'ailleurs, on va parler de direction d'acteur, mais c'est surtout choisir un acteur ou une actrice. Mais je voyais plein de comédiens et ça sonnait pas. Ça me déprimait, les essais. J'avais l'impression que ça marchait pas, ce que j'avais écrit. Parce que c'était toujours... ils n'arrivaient pas à passer... je sais pas, il y avait quelque chose qui sonnait faux, comme en musique. Et j'étais un peu désespéré. Et je me disais, ce que j'ai écrit, ça marche pas. Et puis un jour, c'est là où il faut que je fasse un peu court, mais bon, je sors d'un petit festival filmer la musique. On est en semaine, et puis on sort avec ma copine, et il y a un van mauve à paillettes, et là il y a 3 types qui sortent, un enfant, et on est un jeudi soir, il est minuit, il n'a rien à faire là, un mec avec un masque de Chirac après la bombe en plastique, et un autre avec un chapeau de cuisinier, et le petit gamin se met à faire un rap, ouais l'école, moi j'emmerde l'école, les profs c'est des cons, tout ça, puis il y a un mec dans la foule, un Chilien, qui dit c'est mon fils, hyper fier et tout, et il y a un type qui filme tout ça, et c'est Cosmé. Et donc je découvre tout ce petit monde là, et donc il s'appelait le Big Purple Van Club. Ils avaient un van et ils faisaient des concerts. Ils tournaient autour du périph' à Paris et ils filmaient plein de gens, des concerts, et ils faisaient des émissions sur les extraterrestres, ou pour prouver que Michael Jackson était toujours vivant. Ils avaient plein de... Puis je creuse sur internet, je vois des vidéos où ils filment des bâtons, en faisant comme si c'était un vaisseau spatial, en faisant les voix, quoi, plein de trucs, tout un... qui me rappelle l'esprit que j'avais adolescent avec mes copains, mais dans quelque chose de beaucoup plus généreux que nous, parce que nous, on était dans un truc un peu trop nihiliste, qui était sûrement dû à l'époque, mais rien ne nous faisait plus plaisir que de se dire que personne s'intéresse à ce qu'on fait, et qu'on est des punks, et donc on emmerde tout le monde, alors qu'eux, ils avaient plein de choses à faire, mais d'une manière beaucoup plus généreuse, ce que je trouve bien, parce que le nihilisme a ses limites. Mais bref, c'était Cosmé. Je le trouve par internet, je lui envoie le scénario, et sur le scénario, il y avait une photo d'une usine, et donc c'est la première scène de mon court-métrage, et le personnage fume une cigarette en regardant une usine, donc j'avais mis la photo de cette usine, et alors il se dit, c'est quoi ce type qui me vous voit, il était hyper jeune à l'époque, et moi j'étais déjà très vieux, et donc il me dit, oui, mais c'est bizarre, je vois cette usine par ma fenêtre depuis que je suis né. J'habite dans un appartement à Ivry. Donc je dis, ah bon, bah viens, on va faire les essais chez toi. Donc je pensais lui donner... Il y a 2 rôles. Il y a un rôle d'un musicien qui commande des drogues de synthèse sur Internet, qui est son meilleur ami, et puis le personnage principal. Donc je pensais lui donner l'autre rôle, et puis Cosmé est venu me chercher au métro avec le vélo de son petit frère, un petit vélo d'enfant, et il m'a dit, j'aimerais bien faire l'autre rôle. J'ai essayé les 2. Et là, j'ai fait les essais dans sa cuisine, et il passait... Enfin, il faisait sonner tous mes dialogues et tout. J'ai presque à un moment, je me suis dit, je vais faire 2 frères jumeaux, je vais lui filer les 2 rôles, mais je lui ai donné le rôle principal. Et après, je me suis battu pour qu'il fasse le rôle de Robert Mitchum est mort. Fred était pas trop d'accord. Puis il avait joué dans mon court-métrage. Mais finalement, on a fait des essais avec plein de gens, avec Olivier Gourmet qui donc joue Arsène. On a vu plusieurs comédiens. Et finalement, Cosmé... Parce que Cosmé a amené quelque chose, je pense, c'est un peu galvaudé, mais de rock'n'roll, qui n'est pas évident à faire exister en France. Ça peut vite être plus ringard, hein, ou je sais pas, mais Cosmé, il a amené quelque chose qui donnait un cachet particulier au film, quoi. On l'aime ou on l'aime pas, mais moi je l'aime beaucoup. Mais... J'ai juste une question. Ça fait plusieurs fois que vous dites, en mentionnant ce film, que vous avez pris 10 ans et que vous en aviez marre de ce film qui ne se concrétise pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'était quoi les difficultés que vous avez eues à faire ce film? Moi, j'avais fait des courts-métrages autoproduits, etc. J'avais tourné des publicités, dont certaines, d'ailleurs, tout d'un coup, tu as accès. J'ai travaillé avec le chef opérateur de l'Empire contre-attaque, Peter Soujitsky, pour une publicité que j'ai faite. Tu vois, des fois, tu as des choses qui sont assez géniales comme ça dans la publicité. Mais en même temps, je savais que c'était à la fois de l'alimentaire. J'essayais de faire des trucs bien, mais je faisais des clips. Mais j'avais vraiment envie de faire, chevillé au corps, l'envie de faire du cinéma. Après,
j'étais avec un producteur qui était un ami d'enfance, on était en 4e ensemble au Collège Foch à Strasbourg, qui avait produit le Bidule, qui avant de faire le Bidule n'avait aucune expérience en production. Il travaillait dans le sport, il avait monté une boîte où il avait acheté une machine aux États-Unis et il était opérateur synthé, c'est-à-dire que lui son boulot c'était d'écrire les typos dans les émissions et il avait acheté une machine avant tout le monde qui faisait les statistiques de matchs de basket, tout ça. Et donc on était jeunes et lui il gagnait déjà bien sa vie avec cette boîte, mais il s'est retrouvé producteur du Bidule par hasard. Enfin, bon, il connaissait rien en vrai. Et donc quand on veut faire ce long métrage, c'est avec lui naturellement. Mais on est complètement outsider et lui, c'est-à-dire qu'on sait même pas faire un dossier. Et les premiers dossiers, il y avait plein de fautes d'orthographe dedans. Tu vois, c'est tout un processus avant de comprendre comment doivent être écrits ces dossiers, qu'il faut des consultants, qu'il faut et Fredkin avec qui j'ai fait le film et moi-même, on est autodidacte. Moi, j'ai pas mon bac, lui il a un CAP. Il est devenu photographe pour Libération à l'époque. Mais et donc c'est pour ça que c'est si long. C'est qu'on est tous. Avant ça, on a écrit un autre long métrage avec Bertrand Mandico. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Bertrand Mandico, si vous avez vu Les Garçons Sauvages, mais on s'était rencontrés après le Bidule et on avait fait des pilotes de série et on s'était lancé dans l'écriture d'un long métrage. Donc on avait passé 1 an à écrire un long métrage qui s'est jamais fait. Donc j'avais déjà ça dans les dents. Puis on s'était séparés, pas en très bons termes et tout. Moi j'ai mis 10 ans à faire mon premier long métrage, Bertrand il a mis 15 ans à le faire. Mais à l'époque, quand on écrit ce film avec Bertrand, on a la sensation qu'on a fait plein de choses. Bertrand, il a fait aussi des publicités, il a fait des clips, il a fait des films expérimentaux, il a fait des gobelins. Mais en fait, on se heurte à quoi ? On aurait peut-être eu un producteur avec beaucoup d'envergure et tout qui croit en nous, on y serait peut-être arrivé plus vite. Mais en même temps, c'est un peu compartimenté. Tu sors de ton champ, tu vois. On a fait le Bidule, et là, tout d'un coup, tu veux faire du cinéma d'auteur, et ben en fait, t'es personne. Tu dois recommencer à zéro, ou même on va te regarder un peu. Tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On nous avait proposé de faire un long métrage du Bidule à l'époque. Et ça, on l'aurait fait comme ça. Mais moi, je voulais pas. J'ai dit non parce que je voyais beaucoup d'humoristes de Canal, de faire du cinéma, mais pour moi, je considérais pas comme du cinéma. J'avais pas envie de faire des espèces de sketch longs. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été un peu un chemin de croix. J'avais envie de faire ma street credibility du cinéma indépendant. Non, mais tu vois, et puis, c'était un long chemin d'écriture, de réécriture. Après, c'était chouette parce que pendant 10 ans, je dis 10 ans, mais même Poisson Sec, j'ai mis 9 ans à le faire, tu vois. Et bon, on a rêvé, on a vécu dans le voyage de Robert Mitchum et moi pendant toutes ces années. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'à chaque fois qu'on refaisait une version de scénario, on repartait du début, on se refaisait le voyage, on changeait. C'est pour toutes ces raisons, mais c'est aussi parce que moi je suis têtu, un peu obsessionnel. Du coup, je finis par le faire. Voilà. Qu'est-ce qui a débloqué où a été la bascule entre on galère à le faire et ça y est, on va le faire ? C'est plutôt genre Johnny Walker a été reconnu par le milieu du cinéma, a eu le prix spécial du jury à Clermont-Ferrand, a été acheté par Canal+, a eu plein de prix. On a eu notre première aide de cinéma grâce à Pierre Da Silva qui est dans la salle là, le Cinéma 93. C'est la première personne du cinéma qui derrière un bureau qui a dit c'est un film, quoi, au sens. C'était important pour moi, mais donc ça a aidé parce que ça pouvait. Il avait eu des prix, il avait tourné en festival. Je pense que ça. Et puis après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on ne trouvait pas d'argent en France. On ne trouvait pas d'argent en France, personne, on ne trouvait pas de chaîne, on n'a pas eu l'avance sur recette. Mais la chance qu'on a eue, c'était que c'était un road movie. Et c'était un vrai film européen, puisqu'il se passait en France, en Pologne et en Norvège. Ouais, c'est ça. Et donc, on a eu une aide très compliquée à avoir. Bon, après des années de dossiers avec des fautes d'orthographe et tout ça, à la fin, ça ressemblait vraiment à quelque chose. Et on a eu le Eurimage, qui est une grosse aide. Et c'était comme c'était un film de manière organique européen.
Mais après, moi, ça m'a aussi appris qu'il fallait toujours... c'est-à-dire que comme on n'arrivait pas à trouver de pognon en France, on avait des scènes à Paris, en fait, et j'aime bien ça, mais on a tourné Paris en Pologne, l'Alsace en Pologne, l'Allemagne en Pologne, la Pologne en Pologne, la Lettonie en Pologne, un bout de la Norvège en Pologne, et la fin du film en Norvège, en Laponie. Donc, c'était une manière de se dire, bon, bah, c'est pas grave, quoi, ce qui compte, c'est de faire le film. Et puis, comme les Polonais, ils ont été sensibles au film, et les Belges, j'oublie les Belges, bien sûr. C'est une coproduction belge. C'est comme ça qu'on a réussi à le faire, grâce aux étrangers, en fait. Avant les longs métrages, il y a les séries, et notamment le Bidule, qui a duré combien de temps? 2 ans. On a fait 78 épisodes. Un épisode de 3 minutes toutes les semaines. Et donc on partait de choses vraies ou de phénomènes en cours pour imaginer ce que ça donnerait dans le futur. Mais le Bidule, la série avec laquelle j'ai commencé à être réalisateur, on réalisait à 3, et le Bidule, on faisait de l'anticipation, mais en fait c'était que le réel, c'était qu'un regard porté sur le réel. On isolait. D'ailleurs, au bout de 2 ans, j'étais assez déprimé parce que je voyais tout le monde à travers le Bidule. Et puis en plus, on s'intéressait là au dysfonctionnement du monde de manière plus générale, que ça soit le dérèglement climatique, l'inégalité homme-femme, il y a tout un tas de sujets, la malbouffe, et aussi l'architecture moche. Mais il y a une certaine beauté, une fascination. Pour ça aussi, je ne vais pas dire le compte. Il y a aussi quelque chose qui est passionnant à filmer. Et est-ce qu'on va le regarder ou pas, l'extrait? Ouais. Non, je dis ça parce que je peux dire des choses dessus, mais j'aime bien qu'on revoit, quand on voit l'extrait qui nous montre, c'est celui-là. L'autre fois, en revenant du supermarché, Salut Patricia! On est passé chez notre voisine Patricia pour l'inviter à dîner. Mais elle voulait pas. Laissez-moi seule! Elle voulait plus jamais dîner, plus jamais voir personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est affreux! Elle hurlait que c'était affreux. Je suis énorme! Qu'elle était énorme, qu'elle avait pris 500 grammes. Vous voyez pas? C'est horrible! Elle disait que c'était horrible, qu'Henri, son chéri, voudrait plus jamais la voir. Bye bye, Boudin! Boris, il a dit que Mais non, c'est super! c'était génial ce qui lui arrivait. Elle avait une chance folle, parce que ça y est, elle était en train de muter. Elle devenait une femme du futur. Ah ouais, je l'ai eu! Boris, il a raconté qu'il avait lu tout un magazine sur ce qu'on allait devenir dans bientôt. Oh, c'est pas vrai! Ce sera géant. Il n'y aura plus besoin de sortir de ton salon. Grâce à l'Internet, tout viendra directement chez toi. Les pizzas, les McBidule et les litres de Coca-Codule. Ce sera super le futur. Boris, il pourra passer tout son temps à grignoter de la graisse animale devant la télé, parce que l'ordinateur fera tout à notre place. Ah ouais, génial! On fera jamais de gym, mais on sera super fort en karaté. Et si jamais une fois par an, t'as besoin de sortir, il y aura un ascenseur qui arrive directement dans ta voiture. De toute façon, il disait même voyager, ça servira plus à rien. Les plus beaux paysages seront sur ton ordinateur. Tu auras même l'odeur des cocotiers. Tu inviteras tes amis à faire un barbecue chez toi, mais ils resteront chez eux. Comme ça, t'achèteras qu'une seule saucisse. Le plus génial, c'est que le bidule sera directement branché sur ton cerveau. Et tu recevras des pubs dans ta tête. Boris, je t'aime. Tu pourras embrasser des filles sur la bouche et elles seront d'accord parce qu'elles te trouveront beau. Oh, Patricia! Oh. Quelle horreur! Ah! Mais Patricia, elle a dit que c'était pas les gros C'est l'avenir. vraiment trop nul, Boris! C'était les gens parfaits et beaux. La chirurgie numérique, comme dans les magazines. Allez, au boulot! Alors, on est rentré chez nous. Et Boris, il a dit que si Patricia comprenait rien au futur, c'était son problème. Ouais, mais je m'en fiche de toute façon! Mais nous, on a décidé de se tourner vers l'avenir. En route vers le futur! La semaine prochaine, Alléluia! nos amis iront à la messe se faire toucher les fesses. C'est bien. Ne manquez pas le prochain épisode du Bidule. Donc ça date de l'an 2000. Et je suis assez content parce qu'on s'est pas trompé, quoi. Trop trompé, quoi.
En plus, quand il dit tu pourras rester chez toi, comme ça, tu n'achèteras qu'une seule saucisse. On a vécu ça avec le confinement. Quoi, c'est devenu le bidule, malheureusement. Parce que c'est pas génial le monde du bidule, mais on avait inventé cet objet qui personne ne sait à quoi ça sert et il faut absolument en avoir un. La publicité dit que c'est formidable, donc tout le monde achète un bidule. Il clignote. On va découvrir dans les épisodes qu'ils nous écoutent. Ils nous tracent aussi quand on se déplace. Et c'est marrant parce que c'était le début des téléphones portables, quand il n'y avait pas encore l'iPhone, tout ça. Donc avec cet objet, on avait une espèce de métaphore de la société qui nous permettait de parler de plein de choses. Et c'est mes copains avec qui j'ai commencé à faire des films vers 16 ans à Strasbourg, avec qui on faisait des romans photos, des vidéos, avec qui on faisait de la musique dans notre groupe, qui jouent dedans. En fait, c'est David qui fait la voix off, qui était le chanteur dont je vous parlais, de mon groupe qui chantait quand on n'avait pas de micro, qui chantait dans le radiocassette. Alors justement, c'est vrai que là, on a eu cet épisode-là. On reviendra un peu plus tard, si tu veux bien, sur la période à la télévision, parce qu'il n'y a pas que le bidule, il y a aussi des pilotes de séries qui n'ont pas ensuite été produites, comme Crise d'angoisse. Est-ce que je dirais, c'est une petite chose, mais ce qui est bien avec le procédé du bidule, c'est que ça nous permettait d'avoir une liberté de scénariste hollywoodien, quoi, puisqu'on pouvait faire exploser la Terre, on pouvait tout faire, vu que c'est des photos avec un peu de... C'est les débuts d'After Effects, un peu de 3D, c'était vraiment fait à la maison, quoi. On était dans cette cité avec les ordinateurs, le montage, un appareil photo numérique, parce que d'abord on a fait le pilote, il n'y avait pas encore de photo numérique, donc on avait fait en Polaroid, en banc-titrant les Polaroids, en faisant les mouvements de caméra dessus, donc on avait 18 kilos de Polaroid, ça coûtait un bras pour le pilote, et puis après le producteur est arrivé quand on a commencé avec un petit appareil numérique, c'est pratique quand même, et donc on a commencé comme ça, mais à faire un peu comme la techno ou la house, quoi, ce truc à la maison, bricolé, mais en même temps qui nous permet de faire de la science-fiction à partir du réel. Et plus tard, après, j'ai fait des ateliers avec des gamins dans les cités d'Aulnay et je leur ai fait faire des films de science-fiction comme ça, ce qui leur permettait de eux aussi avoir une totale une liberté, parce que c'est vrai que quand on fait du cinéma en France, c'est difficile de faire Men in Black, mais avec ce procédé... Et puis il y a le dernier film sorti l'an dernier, Normal, où là l'actrice principale faisait vraiment ses débuts au cinéma. Et donc est-ce que c'est la même chose de diriger Olivier Gourmet et quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma? Olivier Gourmet, c'est particulier. Hein. Ah oui. Parce qu'Olivier Gourmet, dans Robert Mitchum est mort, on a commencé par tourner la fin au cerf polaire. Et dans ces scènes-là, donc il est armé, et en fait, il était totalement le personnage, Olivier Gourmet. C'est-à-dire que je disais des choses à Bakary, à Cosmé, oui, tu peux peut-être ouvrir la porte un peu plus vite. Puis je me tournais vers Arsène, parce que Olivier Gourmet était Arsène toute la journée, et il me regardait avec son regard de Arsène à moitié fou, très agressif. Il me disait quoi, et je disais non, j'avais peur en fait. J'avais peur de lui. C'était Arsène en face de moi. Mais en plus, j'avais rien à dire. C'était Arsène. Donc tout était. Mais c'est drôle. Et après, un petit jeu s'est installé entre nous. De temps en temps, même à la fin, je l'emmerdais pour la moindre virgule. Ça était devenu un jeu. Mais lui, il fonctionne comme ça. Et puis le soir, il remet ses lunettes d'Olivier Gourmet. Il mange ses patates. Il est adorable. Mais. Ce qui compte, c'est le choix, quoi. Je me souviens, j'ai lu ça dans un bouquin de Chabrol où il dit le 90% du travail du cinéaste, c'est de choisir ses actrices et ses acteurs. Parce que c'est vrai que c'est ça le plus dur. Une fois qu'on les a choisis, il s'agit... Après, il y a 1000 manières de diriger les actrices et les acteurs, mais il ne s'agit pas de leur mettre les mots dans la bouche, de le jouer à leur place ou d'être... De faire acte d'autoritarisme, de leur crier dessus, de leur imposer sa vision. Je crois que c'est surtout sa vision, c'est de les avoir choisis et de se dire c'est la bonne personne pour incarner le rôle. Et comment on sait Parce que mais on ne sait pas. Hein. Moi, je suis plein de doutes jusqu'au bout. Je suis acculé. Il faut vraiment que je sois acculé pour choisir, tu vois. Donc quand tu écris, tu n'as pas de... Souvent, non. Mais pour Robert Mitchum est mort, Gourmet, on y a pensé assez vite.
parce que j'avais écrit un film avant avec Bertrand Mandico qui ne s'est jamais fait, et où on voulait que ce soit Gourmet qui joue un des rôles principaux, et donc on a pensé à lui. Mais c'est pas mal d'écrire en pensant à lui. Là, sur Normal, Paul Vord, ça a assez vite été lui, donc on a écrit toutes les dernières versions de scénario en pensant à lui. Par contre, elle, Justine Lacroix, non, c'était un personnage, et puis on a vu plein de filles, mais c'est un peu mystérieux. Justine, j'ai vu plein de vidéos TikTok, de collégiennes qui font des castings sauvages. Ça a duré ça s'est étalé sur plusieurs années. Et puis un jour, il y a Justine, et je sais pas pourquoi, j'avais la chair de poule, j'avais envie de pleurer en la voyant. Plus je la voyais, plus j'étais ému. Et c'était juste sa manière de dire papa. Je sais pas, ça me fendait le cœur. Et voilà. Oui, après, il n'y a pas de méthode, je dirais. Malheureusement. Ou heureusement, non, mais il n'y a pas... Bon. Mais après, c'est ça qui est passionnant. Effectivement, c'est pas pareil, Olivier Gourmet, Justine Lacroix, Cosmé, Non, mais il y avait Justine Lacroix. ou des gamins d'Aulnay qui sont en 4e. Pour moi, c'est surtout arriver à mettre les gens à l'aise et de ne pas les surplomber. Moi, c'est d'être dans un rapport d'égal à égal. Et pas contraignant. Enfin, pas... Non, mais par exemple, Paul Vord, c'est un tel personnage, dans une telle exubérance. Pendant des années, je me disais, je pourrais jamais tourner avec un type comme ça. C'était un repoussoir. Je l'aimais beaucoup, mais je me disais, je vais pas arriver. Le type, il va pas m'écouter, il va faire son numéro. Et moi, j'aime bien, si je fais un film, qu'on laisse le spectateur entrer dans un monde qu'il oublie un peu qui incarne. Mais en fait, Paul Vord, quand je dis un rapport d'égalité, ça fonctionne aussi avec lui. C'est-à-dire une franchise et un truc calme, et où je le regarde dans les yeux quand je lui parle, et je lui dis les choses comme elles sont. Je lui dis, ben non, là... Tu vois, il peut pas fanfaronner à ce moment-là, parce que là, il a eu pris 3 coups sur la tête, il va pas bien. Et puis là, Benoît, comme ça se tient, il dit ah oui, mais t'as raison, bien sûr, bien sûr. Et tu te rends compte qu'un type comme ça, en fait, est très avide d'être dirigé au sens de savoir où la personne qui fait le film va, et si c'est logique, si ça se tient, il est... Là, on est en train de voir des photogrammes de Normal. J'aimerais bien, avant de continuer la discussion sur Normal et sur la direction de comédien, qu'on voit un petit extrait qui est en fait le pré-générique de Normal. On va découvrir l'actrice dans le rôle donc de Lucie. C'est l'histoire véridique d'une adolescente de la petite ville de Chelles. C'est une histoire de souffrance, de désespoir, de malaise et de honte. Il y est question de sexe, de mort, d'humiliation et de catastrophe. Lucie est le genre de fille qui, si elle avait menti sur son âge pour travailler au noir dans une sandwicherie, pourrait un jour croiser un réalisateur américain célèbre. Un réalisateur américain célèbre qui ferait un film sur un golfeur, par exemple. Un golfeur violeur ou serial killer. Passant devant la sandwicherie de Chelles, le réalisateur célèbre aurait subitement envie d'un sandwich au jambon. Alors il s'arrêterait, il entrerait, et il verrait Lucie. Le réalisateur, en observant Lucie emballer le sandwich, se dirait soudain qu'elle n'est pas vilaine. Il se demanderait si elle est bonne comédienne. Non, sans doute pas.
Voilà le genre de fille qu'est Lucie. Alors soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Installez-vous bien confortablement. Ouvrez grand vos oreilles. Et écoutez son histoire. Barbara, le décompte commence maintenant. Mais pour revenir justement à la jeune actrice, c'était simple tout de suite, je dirais, pour elle. Et donc Justine, elle avait fait un film avant Normal. Elle avait joué un rôle important dans un film de Claire Burger qui s'appelle C'est ça l'amour. Mais elle n'est pas du tout comédienne à la base. Elle vient d'une petite ville à côté de Forbach en Lorraine. D'un milieu qui a absolument rien à voir avec le cinéma, et ils cherchaient une jeune fille, et puis ils ont fini par arriver dans ce collège où elle était, et ils cherchaient une fille un peu renfrognée qui fait la gueule, et ils ont vu Justine qui était renfrognée, qui faisait la gueule. Et les gens qui faisaient le casting sauvage sont allés la voir, lui ont dit oui, on cherche quelqu'un pour faire du cinéma. Et puis elle les a envoyés chier. Elle a été un peu renfrognée. Et puis elle a gardé quand même la carte. Elle a dit à sa mère ouais maman, il y a des gens qui sont venus comme ça, qui veulent faire un film et tout. Puis sa mère lui a dit mais Justine, appelle-les, qu'est-ce que tu fais et tout. Puis elle a appelé, puis elle a été prise et tout. Et puis finalement, il se trouve qu'elle aime vraiment ça. Mais alors elle, c'est mystérieux, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose qu'elle a en elle qui fait que moi, au milieu de toutes ces jeunes filles que j'ai vues, elle m'a ému particulièrement parce qu'elle triche pas du tout. Et et d'ailleurs, ça m'a aidé. Elle m'a aidé face à Paul Vord, qui est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles et qui est souvent dans le second degré, dans la comédie. C'est que tout d'un coup, j'avais envie de lui mettre quelqu'un en face qui était premier degré, qui voilà, quand elle le regarde, elle le regarde. On a fait une lecture, Benoît a accepté de faire une lecture, on a eu 3 heures pour le scénario, et j'en ai fait beaucoup avec Justine par contre, et je pourrais en parler un petit peu après, mais et la première lecture, et elle a accueilli, Benoît a dit mais tu m'as accueilli, parce qu'il s'est mis à pleurer en fait pendant une scène, la scène du jeu vidéo, quoi. Et parce que voilà, elle est là, quoi. Elle convoque des choses vraies, elle va puiser en elle des émotions qui trichent pas, et moi je l'adore. Après c'était un peu au début difficile parce que à quel âge elle avait peut-être 16 ans ou 17 ans, donc tu es quand même face à une sorte d'adolescente quand même, et puis moi je me sentais un peu, c'est difficile d'établir le lien mais les ados ça fait souvent ça, moi j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents, mais ils m'intimident aussi d'abord, parce que c'est dur d'établir ce lien, quoi. Parce qu'elle était sur son portable, elle était sur TikTok, je lui parlais, m'écoutait pas toujours et tout, mais à force on a un lien de confiance mutuelle. Mais du coup, c'est ça, en fait, finalement. Il n'y a pas de méthode, comme on disait, mais finalement, tu parles précédemment, je dirais, pour tout début, je dirais, pour le court-métrage et le premier long, et là, avec Justine, il n'y a pas de méthode, comment on fait ça, et puis après, c'est un lien de confiance. Oui, après avec Justine, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait beaucoup de lectures parce que je voulais que les mots sonnent, qu'il n'y ait pas de choses qui sonnent pas dans sa bouche. Donc on changeait des petits trucs, des liaisons. Elle était très impressionnée par la voix off. En fait, elle était tétanisée parce que pour elle, la voix off, ça lui rappelait l'école. Elle était en sport-études foot. Justine, elle se destinait pas à être comédienne, elle se destinait à être footballeuse. En tout cas, la voix off, pour elle, c'était littéraire et ça l'angoissait. Donc ça, on a beaucoup. Ça a été le plus dur, la voix off. Mais on a fait plein de prises, on a refait de différentes manières, dans différents audits. Et elle a fini par sonner cette voix off, mais c'était compliqué. Donc en fait, comment mais c'est la seule partie compliquée, parce que tout ce qui était vivant, réaliste, ça, elle y arrivait très bien. Il y a eu d'autres travaux en milieu scolaire, on va dire, parce que Swagger, c'est quoi les origines de Swagger ? Sorti en 2016, je crois. Swagger, c'est un projet qui vient de quoi, à la base ?
Suite à Cinéma 93, en fait, c'est une aide à la post-production que j'ai eue pour Johnny Walker et Pierre m'avait dit derrière son bureau, en échange, est-ce que tu es d'accord d'aller montrer le film en prison, de faire des ateliers, dans le 93, de montrer à des enfants. Et puis de fil en aiguille, Cinéma 93 m'a proposé de faire des ateliers à Aulnay-sous-Bois, au milieu des cités, dans un collège, avec une classe de 4e, avec une professeure de français, Sarah Longereau, et donc j'ai commencé à faire des ateliers à Aulnay. On a travaillé avec les enfants sur comment la réalité bascule dans le fantastique au cinéma. Donc, on rejoignait un peu mes obsessions. Donc, je leur ai montré des films, de Lynch, des extraits de mes films. Non, mais pas en entier, mais des extraits. La 4e dimension, comment une série. Tu parles de l'influence des années 50, et c'est une série de science-fiction qui passait à la télé quand j'étais petit, Twilight Zone, qui me fascinait complètement, qui a d'ailleurs influencé aussi le psychobilly, quoi, les gens qui font du rockabilly et tout ça, ouais, c'est une autre histoire. Mais donc avec les enfants, on a fait des films fantastiques. Puis après, on m'a proposé une résidence d'artistes à Aulnay, dans ce collège. C'est le Conseil général de Seine-Saint-Denis qui met des artistes en résidence, des architectes, des musiciens, C'est une bourse de 20 000 euros, donc c'est conséquent, quoi. Et ça me permettait de travailler, de me consacrer à l'écriture en parallèle sur Poisson Sexe. Et donc j'ai commencé je suis allé de plus en plus dans ce collège, et là, avec les enfants, on a fait des films de science-fiction. J'aurais demandé d'imaginer Aulnay dans 100 ans. Avec le même procédé que le bidule, ce que je vous disais au début, parce que ça leur permet. Au début, ils étaient là, des photos, c'est pourri et tout. Puis bon, après, ils ont compris que c'était marrant, parce qu'ils pouvaient faire un film de zombies, ils pouvaient faire tout un tas de choses. Et puis au bout de 2 ans passés là-bas, je me suis dit, je suis là, je les connais, je suis ce qu'on appelle dans le métier en immersion. Non, avant ça, je me suis dit, il faut qu'ils voient ce que c'est qu'une vraie équipe de cinéma au travail. Donc j'ai fait un clip là-bas. Et j'ai fait un clip et on a contacté un des 2 membres du groupe R, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, peut-être pas, qui sont les contemporains de Daft Punk, quoi. C'est l'autre grand groupe de la French Touch, et qui ont fait la musique du film de Sofia Coppola, comment il s'appelle, Virgin Suicide. Et donc j'ai fait un clip pour Jean Benoît, qui est donc la moitié de ce groupe, à Aulnay, avec 100 gamins, avec les profs, avec tout le monde. Et en voyant donc là, avec le chef opérateur de Robert Mitchum est mort, une vraie équipe. Et je trouvais ça bien que les gamins, après avoir fait tous ces ateliers et tout, voient une équipe au travail, tous les métiers du cinéma, puisqu'il y en a plein, parce que l'industrie du spectacle au sens large, si on comprend la publicité, le spectacle vivant et tout, il y a plus d'emplois que dans l'industrie automobile en France. Donc les feignants en intermittent, ils font quand même tourner un peu la boutique, et je voulais qu'ils voient ça, et qu'ils voient tout. Parce que déjà quand on faisait les courts-métrages, de leur assigner des places et tout, ça c'était marrant, ceux qui discutent au fond, comment ramener les cancres, comment dire aux filles tiens, vous allez faire les effets spéciaux, il faut trouver du ketchup, là dans votre histoire il y en a un qui se prend une balle dans la tête, comment on fait le cerveau, toutes ces choses-là, assez géniales. Mais bref, donc il y a eu ce clip, et le clip était tellement beau, très émouvant. Sarah, la professeure avec qui je travaillais, elle s'est mise à pleurer au premier travelling, parce que c'était l'endroit où elle était tous les jours, et puis tout d'un coup, je sais pas, il y avait une espèce de puissance chez ces gamins quand on commençait à les filmer, et là on a commencé à se dire, il faut faire un long métrage. Et en plus, dans un contexte, il y avait entre les attentats de Charlie Hebdo, la manière dont on représentait, la société française se fissurait, dont on dressait les gens les uns contre les autres, la peur du jeune de cité, la caricature. Et moi, j'étais là au milieu de tous ces gamins qui me rappelaient mes amis d'enfance, où je voyais tout ce qu'il y avait d'universel chez les adolescents, que non, les gamins de cité font pas tous du quad et font pas ça devant la caméra, qu'il y a aussi des complexés, des populaires, mais ou des complètement à part, rejetés, des sportifs, toute une myriade de gamins j'avais envie de montrer tous leurs sentiments. Une galerie de portraits. Voilà, et puis donc est venue l'idée de faire ce film Swagger,
Et pourquoi Swagger, c'est quoi Swagger? Je sais ce que c'est, mais non, je sais pas en fait. Swagger, en fait, c'est un mot. Vous connaissez le mot swag. Moi, mes fils à l'époque, c'était déjà tombé en désuétude swag à Paris, c'est ringard et tout. Puis les gamins à Aulnay, ils faisaient encore des petits graffitis swag, des trucs. Puis Régis qui joue pas parce que c'est des protagonistes, c'est pas des acteurs, c'est leur propre rôle. Il y en a un qui s'intéresse beaucoup à la mode et il me dit non mais ça se dit plus swag, maintenant on dit swagance, on dit que c'est frais, c'est soin et tout ça. Ok. Mais je cherche quand même et tout, et j'ai découvert que l'origine de swag c'était swagger et que ça date de Shakespeare et que la première trace c'est dans Shakespeare et ça veut dire fanfaron. Donc il y avait des vers dans Songe d'une nuit d'été, mais qui sont ces rustiques personnages qui font ici les fanfarons loin du lit de la reine des fées. Et je trouvais que ça correspondait un peu à mes personnages. Le lit de la reine des fées est en Paris avec la tour Eiffel qui miroite pas si loin, et en même temps c'est pas le lit de la reine des fées Nez-sous-Bois. Et bref, c'est pour ça que je l'ai appelé Swagger. Après, je peux parler encore de Swagger longtemps parce que c'est dans les années 50, on dit ça de Sinatra. Bon, y a toute une histoire de ce mot qui circule à travers les siècles. Mais c'est peut-être pas mal de voir, alors je sais que là, du coup, mais de voir un extrait de Swagger, finalement. À l'époque des esclaves, la vie, elle doit être horrible. Parce que, je sais pas, ils sont traités... ils sont pas traités comme des humains. Je pense que... faut pas oublier des choses graves comme ça. Oui, c'est vrai que j'avais sélectionné ce petit extrait parce que le montage parallèle est intéressant avec la musique comme ça. Et puis c'est vrai qu'on a d'un côté, justement, ici on a les deux aspects, grossièrement on va dire, de Swagger. Soit d'un côté le doc avec des gens qui ne sont pas des acteurs mais qui sont amenés à être des personnages, à prendre en main ce qu'ils disent. Même si là on voit effectivement une des personnes les plus âgées, il y a aussi des plus petits qui sont très touchants parce que c'est vrai que face à la caméra, pour le coup, autant j'imagine que quelqu'un de plus âgé peut vous dire fais pas chier, le petit peut-être voilà. Alors, mais et puis alterner donc avec des séquences qui sont complètement mises en scène dans cet atelier. Ouais, parce que finalement. Comme je vous disais au départ, ça part d'une inquiétude de est-ce qu'ils vont parler et j'ai jamais fait de documentaire. Mais après, plus j'avançais, plus je me suis jamais senti aussi libre qu'en faisant Swagger en fait, parce que j'étais pas sur mon terrain et du coup j'avais pas de dogme non plus de documentariste. Ah non, ça se fait pas, on fait. Donc c'était genre allez, on y va. Et plus ça avançait, en plus avec l'énergie des gamins. On était une centaine, quoi. On avait les clés du collège, on tournait, on faisait ce qu'on voulait. C'était assez fabuleux. Avec une équipe très jeune, quoi, pour beaucoup de techniciens qui n'étaient pas loin d'avoir leur... je me souviens de quelqu'un qui avait 20 ans dans l'équipe, des liens qui se créaient dans l'équipe, les enfants qui revenaient, même quand c'était pas leur jour de tournée, qui revenaient tous les jours, les électros qui commençaient à apprendre à Nazario à bosser, le terme 1... Mais Swagger, de toute façon, alors je sais pas si certains ont vu ce film, mais c'est vrai que l'ouverture de Swagger est extrêmement, alors je sais pas, faute de mieux, je vais dire, est très fictionnelle, on va dire. En tout cas, c'est une ouverture, je parle du pré-générique, qu'on n'attend pas forcément dans le cadre documentaire, où c'est vrai que quand tu parles de dogme documentaire, quand on parle c'est un truc qui est assez vieux, je dirais, depuis l'après-guerre, le dogme, c'est-à-dire qu'il y a la fiction, le doc, et c'est vrai que vu qu'on associe le documentaire à une approche mais qu'on veut, on va dire, honnête vis-à-vis d'une réalité, on se dit que la seule manière de rendre compte honnêtement d'une réalité, c'est comme ça, et pas autrement. Donc c'est vrai qu'il y a eu entre-temps des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques qui ont milité pour ça. Depuis 10 ans, il y a la forme hybride revient.
mais pas dans un but, je dirais, dans le but de trahir quoi que ce soit, mais pour, je dirais, traduire au contraire quelque chose de la réalité qu'on a pourtant devant la caméra. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal dans Swagger d'alternance avec des passages plus ou moins musicaux. La musique est quand même bien présente dans Swagger, bien sûr. Ça, on en a parlé. Donc c'est vrai que c'est pas tant le rockabilly, je dirais, mais plutôt... mais bon, à la limite, peu importe, parce que bon, les univers musicaux qui sont convoqués dans tes travaux, ou même avec quelqu'un interagit, voilà, c'est pas forcément, je dirais, ces univers premiers. Swagger, il y a vraiment cette alternance, je dirais, et cette ouverture qui nous montre. Alors ça aussi, c'est très Tati, puisqu'on est vraiment en haut, avec... alors c'est filmé comment C'est plutôt... oui. C'est Hitchcock, en fait. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, parce que c'est le plan d'ouverture de Psychose, ouais. Où il y a une caméra qui s'approche, et puis on découvre une femme dans une chambre de... Ouais. d'hôtel. Et là, on découvre les principaux protagonistes en fait de Swagger. Bon, il fait nuit dans leur chambre. Je crois que c'est la chambre, puisqu'ils sont jeunes, voilà. Et on entre et on ressort. Et ensuite, on prend de la hauteur, on découvre au loin, je dirais, les lumières de la ville, et on entend quand même une sorte de rumeur un peu inquiétante, des sirènes. Oui, c'est les guetteurs. En fait, il y a une descente de police et les guetteurs qui crient. Et donc, c'est vrai que par rapport, je vais en Swagger, par rapport au choix, parce que bon, j'imagine que tous les enfants n'apparaissent pas dans Swagger, tous ceux que tu as croisés, tous ceux avec qui tu as discuté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de mettre tel enfant... Ah, pourquoi ces 11 là? Ouais. Vous l'avez pas vu, hein? On parle d'un film... Si, il y en a qui l'ont vu. Ouais. Bah Antoine. Mais... C'est Antoine. Donc c'est un petit peu abstrait peut-être. Mais ils sont 11 en tout cas dedans. Déjà, il fallait trouver 11 gamins, adolescents, enfants et adolescents prêts à parler. Donc il y en a peu qui étaient prêts à le faire. On a vu, il y en a une centaine dans le film, mais ceux qui étaient prêts, quand je disais, est-ce que tu veux participer au film? Oui. Est-ce que tu es prêt à répondre à des questions filmées par 2 caméras avec une équipe? On va éclairer et il y aura un travelling, un rail avec la caméra qui bouge et je vais te poser 200 questions pendant une journée entière et je te dis pas ce que c'est les questions à l'avance et il faudra y répondre parce que personne n'ira voir un film avec des ados qui font je sais pas. C'est comme ça que je leur disais. Et certains disaient ouais, moi je suis d'accord. Et donc après l'équilibre il s'est fait déjà on n'avait pas un nombre gigantesque, il y en avait peut-être 25 qui étaient d'accord de faire ça, et après l'équilibre ça a été que ça soit représentatif du collège, c'est-à-dire des petits, des grands, des garçons, des filles, voilà quoi, puis qui soit représentatif à peu près de ce collège d'Aulnay, voilà. Et puis des personnalités différentes. Merci Olivier. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée sur notre chaîne.